souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans ce webinaire. On va démarrer. Donc, le thème aujourd'hui, c'est comment faire de l'éco-responsabilité de mon événement et ou de mes goodies un levier d'engagement pour mes cibles. Donc, soyez les bienvenus dans notre webinaire qui va durer à peu près 1 heure. C'est un sujet qui nous a semblé intéressant de partager en webinaire parce que déjà, dans un premier temps, on a fait le constat, aussi bien du côté de We Are Makers que du côté d'Ecotrel, qu'en fait, c'est un sujet qui est, sur lequel on est beaucoup questionné. C'est un sujet d'actualité, et c'est un sujet aussi qui peut être perçu comme une contrainte. Il pose des difficultés, c'est une source de transformation, d'aller vers plus d'éco-responsabilité. Ça demande à transformer ses méthodes. Or, ça peut être dépassé pour en faire une force, pour en faire un axe de différenciation, voire un élément d'identité en fonction de, là où les organisateurs qui veulent, choisir, où mettre le curseur, pardon. Donc on a 1 heure, pour en parler, 1 heure pendant laquelle je vous propose d'écouter l'expérience de l'équipe Ecotrail Paris. Je vais présenter nos 2 intervenants aujourd'hui. Ecotrail Paris, c'est la course pionnière de la transition écologique. Également, partager les expériences qu'on a du côté de We Are Makers puisque, notre métier, chez We Are Makers en tant qu'agence, c'est d'aider, voilà nos clients, nos partenaires à, inspirer, engager leur communauté client ou communauté interne. Donc forcément, on est confronté à l'événementiel, on est confronté aux cadeaux et on va, parler de, voilà comment on essaye de faire les choses le plus durable possible également, du côté de notre accompagnement. Donc les contributeurs du jour, dans la team de choc, d'Ecotrail Paris, on a la chance d'avoir, Jérôme et Alexandre avec nous. Donc Jérôme Toulouse, et Alexandre Lucas, qui sont tous les 2, chefs de produit, fer de lance de ce bel événement. Et du côté de We Are Makers, nous avons Laure Bertrax, qui est avec nous, directrice projet et clientèle. Également Alexia Guiraboy, chef de projet, et moi-même. Donc je me présente, Hortense Sauvard. Je suis directrice de clientèle et fondatrice de l'agence, et ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. Au sommaire, on va avoir 4 interventions. La première est un petit échange avec Jérôme Toulouse pour parler de la course en tête de l'éco-responsabilité. Donc du côté d'Ecotrail Paris, comprendre comment ils ont évolué sur le sujet depuis l'année 1. Deuxième intervention du côté de Laure Bertrax sur les bonnes pratiques globales qu'on peut observer du côté de We Are Makers en termes d'événementiel quand il s'agit d'éco-responsabilité. Ensuite, dans un troisième temps, on va rentrer dans le détail de la problématique du cadeau coureur et finisher avec Alexandre Lucas de Ecotrail Paris. Le t-shirt neuf qui est offert aux coureurs, c'est une tradition qui est très, très ancrée. On va voir pourquoi c'est si important et comment ils en sont sortis. En quatrième intervention, Laure Bertrac viendra nous parler des goodies et des cadeaux, au-delà de l'exemple du t-shirt et des médailles que on va aborder avec Alexandre. Laure nous donnera d'autres exemples et d'autres pistes de réflexion pour sortir des sentiers battus sur le sujet. Je vous rassure, j'ai pas fait trop de mauvaises blagues, allégories sur les sentiers battus, la course en tête, mais bon, il fallait quand même que j'en place quelques-unes, sinon c'est pas drôle. Donc voilà pour ce sommaire. Et puis à la fin, on prendra un vrai temps pour échanger sur vos questions pendant, normalement, si tout va bien, 15 minutes au moins. Donc, ce que je vous propose en termes de fonctionnement, c'est de vérifier que le chat fonctionne de votre côté. Donc, pour rappel, ça s'appelle discuter en bas dans la barre en bas sur Zoom. Vérifiez bien que vous envoyez les questions à tout le groupe, hein, pas seulement aux panélistes. Et puis, Alexia va pouvoir les rassembler tout au long des 4 interventions de manière à ce qu'on puisse aborder toutes vos questions à la fin. Voilà, j'espère que le fonctionnement vous convient et qu'entre-temps, on a pu du coup accueillir les derniers connectés. Bienvenue à toutes et à tous. On se lance avec notre première intervention. Jérôme, tu peux activer ton micro. Salut Jérôme, bienvenue à toi. Donc Jérôme Toulouse, leader, chef de projet chez Ecotrail Paris. La première question que je voulais te poser, Jérôme, pour t'accueillir, c'est tout simplement, est-ce que tu peux nous présenter Ecotrail Paris, s'il te plaît? Oui, bonjour Hortense, bonjour à toutes et à tous.
L'Ecotrail Paris, c'est quoi? Alors, c'est un événement qui a été créé en 2008 avec la volonté de proposer une véritable course nature, en fait, à proximité de la capitale avec 3 enjeux. Le premier, c'était de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine culturel et historique de la région Île-de-France. Le deuxième, c'était de promouvoir le sport santé et le troisième, bien évidemment, de limiter l'impact sur notre environnement. Donc, au départ, l'Ecotrail Paris a été créé avec 2 épreuves, un 80 kilomètres et un 18 kilomètres Twin Santé. Donc oui, le 80 existait déjà, dès l'origine avec une arrivée au premier étage de la Tour Eiffel. Et au fur et à mesure, du moins l'événement a évolué, a grandi. On a testé de nouvelles épreuves. Il y a eu des randonnées au départ de tous les départements de la région Île-de-France. On a eu un 50 kilomètres qui s'est transformé en 45. Après, on a, au fur et à mesure, en fait, ajouté des épreuves pour essayer de convenir aussi au plus grand nombre dans le but d'universalité aussi de l'événement. Et aujourd'hui, du moins sur l'édition 2025, donc qui aura lieu le 22-23 mars, on sera avec 8 épreuves, un trail 10, 18, 30, 35, 45 et 80 kilomètres et 2 marches nordiques de 10 et 18 kilomètres sur le parcours des trails existants. Donc on est passé, en 2008 de 1 300 inscrits pour une première édition à en 2025, on sera, du moins vous serez les coureurs en tout cas, près de 17 000, 16 600 normalement au départ d'une de nos épreuves. Donc l'Ecotrail Paris se veut être la course pionnière pardon, dans ces pratiques éco-responsables. Donc on a engagé dès 2012, donc assez tôt sur l'événement, un référent qui était dédié exclusivement aux enjeux climatiques, qui nous a aidés sur les différentes thématiques qu'on va aborder. On a pris l'engagement aussi d'être signataire de la charte GESI, la charte des grands événements sportifs internationaux, où on a pris 15 engagements en fait, sur différentes thématiques telles que la mobilité durable, l'alimentation responsable, etc., sur lesquelles on s'est engagé justement à remplir ces engagements au plus tôt. Et c'est avéré que quand ça s'était fait, on était déjà à 13 engagements. Et il y a une deuxième version qui est sortie en 2021. On remplissait les 15 engagements sortis. Donc cette charte avec le ministère des Sports notamment. On a reçu aussi quelques. Oui, Hortense. Ouais. Non, peut-être un petit point sur le staff, chez, Ecotrail Paris, combien vous êtes? Comment ça s'organise en interne? Également aussi, un petit aparté sur, Sport Planète avant de passer à la deuxième question? Ouais. Euh, Effectivement, donc sur le staff, on a beaucoup qui croient qu'on est une multinationale, qu'on est une centaine à bosser sur l'événement. On est une dizaine à travailler sur les différents volets, donc sur la communication, sur les inscriptions, sur la coordination opérationnelle et sur, bien entendu, la transition écologique, mais qui maintenant transpire dans toutes les strates de l'organisation. Et donc voilà, on est une petite dizaine à bosser sur l'ensemble des sujets. Et on est devenu, effectivement, en 2021, le premier événement du dispositif lancé par Maïf, notre partenaire notamment, le dispositif Sport Planète, qui veut un sport beaucoup plus raisonné dans les années à venir. Donc voilà, et pour synthétiser un petit peu l'Ecotrail aujourd'hui, ce que c'est qu'on est un laboratoire d'expérience sur les initiatives éco-responsables. Mmh. Bah, justement, on va en parler, c'est le sens de ma deuxième question. Donc concrètement, entre 2008 et 2024, effectivement, l'impact, a beaucoup évolué, même si on voit bien que, voilà, l'éco-responsabilité a toujours fait partie de l'ADN de l'événement. Est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'évolution de l'impact? Oui, donc oui, effectivement, dans l'ADN et dans le nom aussi de l'événement, Ecotrail, c'est pas pour rien. Donc la base de la chose, c'était de laisser le moins de traces possible sur les sentiers. C'était l'origine de l'événement. Donc, bah, pour aider à ça, on a effectué 3 bilans carbone pour voir un petit peu l'impact, parce qu'on est un événement, à partir du moment où on organise un événement, on a un impact sur notre environnement, donc ça, on en est complètement conscient. Donc on a effectué 3 bilans carbone depuis ces 18 éditions passées. En 2012, le premier, en 2018, le second, et en 2023 pour le dernier qu'on a fait.
Donc, tout ça dans le but d'effectivement de réduire l'impact au maximum. Donc on a réussi à diviser entre 2018 et 2023, on a réussi à diviser par 3 l'impact carbone de l'événement. Donc voilà, on s'en réjouit, même si on sait qu'on garde un impact. Et quand on voit un peu, les résultats de ce bilan, des bilans carbone qu'on a pu faire, on est sensiblement sur la même chose, que ce soit en 2012, en 2018 ou en 2023. On arrive à ressortir les grandes masses qui ne sont pas, le seul fait de l'écotrail. Paris, c'est aussi sur l'ensemble des événements où on constate à peu près les mêmes choses. C'est qu'on a, le plus grand émetteur de carbone, c'est le transport. Et quand on parle du transport, on parle du transport des participants notamment. Donc pour ça, nous, on travaille déjà à la genèse des épreuves ou de l'événement, c'est-à-dire à créer des épreuves qui soient, départ, arrivée à proximité d'une gare. Ça, c'était le prérequis en fait pour créer une épreuve. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, au fur et à mesure des années, on avait peut-être 12% d'étrangers sur la première année. On en est aujourd'hui à 1 ou 2%, parce qu'on est passé sur une phase de recrutement en local. On a relocalisé en fait, l'ensemble du recrutement sur toute la partie, newsletter qu'on peut faire ou, communication digitale. Et malgré des arrivées ou les départs emblématiques qu'on peut avoir au premier étage de la Tour Eiffel, au château de Versailles, l'Observatoire de Meudon, et cetera. Et pour autant, on s'interdit vraiment de communiquer à l'international, parce que c'est pas du tout dans la stratégie de l'événement. Donc pour aider à ça, on essaye de sensibiliser, d'être pédagogue sur les mobilités douces. Donc on a offert quasiment, c'était en 2008 ou en 2009, un ticket SNCF en fait à tous ceux qui en faisaient la demande, pour conduire en fait ces participants au départ des courses, et à l'arrivée en gare, on mettait des navettes en place pour les emmener directement sur la zone de départ. Donc ça, c'est la première chose. La 2e, c'est qu'on met aussi des parcs à vélo maintenant sur l'ensemble des sites, de départ et d'arrivée. Et puis, par défaut aussi, si, les personnes n'ont pas d'autres solutions, on incite fortement, au covoiturage. Donc ça, c'est vraiment le premier gros levier, qui est le plus à même de réduire l'impact, de l'événement. Après, on travaille aussi sur toutes les autres sources. Donc, effectivement, on a parlé du transport. Les autres sources pour nous, qu'on a pu identifier, c'est la partie matérielle. Donc sur la partie matérielle, ça représente à peu près 10 de l'impact carbone. Et après, les autres points, c'est l'alimentation à hauteur de 2. Et ce qu'on veut parler de l'ordre du résiduel, c'est de la partie énergie, eau et déchets, même si c'est ce qui représente encore pour l'instant, l'image de l'événement, le tri des déchets, mais ça représente, ben, une très faible partie en fait de l'impact carbone d'un événement. Donc sur les autres points, on a travaillé sur la partie matérielle, où au maximum en fait on fait des achats, en local. On collabore avec des prestataires locaux qui partagent aussi, les valeurs de l'événement. Sur la partie alimentaire, on a fait un gros travail il y a quelques années avec un nutritionniste, parce qu'on se disait que faire venir, les bananes, de l'autre côté de la planète, c'était peut-être ce que le coureur appréciait, mais on pouvait trouver un substitut en fait, nutritionnel justement aux besoins, et qu'on a réussi justement, par le biais de ce travail avec le nutritionniste, de revoir l'offre alimentaire. Donc maintenant, on propose des ravitaillements de saison, locaux et ou bio. Et on essaie de s'approvisionner justement, sur le territoire de notre partenaire, le département des Yvelines, qui est vraiment à proximité, immédiate de l'événement. Donc ça, c'est pour la partie coureur. Et pour la partie, staff bénévole, on a végétalisé aussi l'ensemble de l'offre de restauration. Donc voilà, pour nous, c'était important aussi, là-dessus, d'éviter de mettre de la viande, rouge, surtout, et de la viande tout court sur l'ensemble de l'offre. Donc ça, sur la partie alimentaire. Sur la partie eau, on a supprimé complètement le plastique. On met plus, du moins, il n'y a plus du tout de bouteilles en plastique sur l'événement, depuis quelques années maintenant. On essaie de se raccorder à l'eau potable quand c'est possible. Et au-delà de ça, on a des partenariats aussi qui sont noués avec Eau de Paris, avec le CEDI Veolia et avec SodaStream, pour utiliser, l'eau potable. Si Ouais, ouais, super intéressant tout ça. Donc, 90 de l'impact, c'est le transport, aussi bien, de la logistique que des coureurs. Donc hyper intéressant de se concentrer sur l'essentiel.
Et puis ensuite les autres éléments qui arrivent, chaque ligne est une source d'exploration et d'amélioration continue. J'en viens à ma 3e question. Aujourd'hui, comment vous travaillez à, l'impact au niveau de l'équipe, de vos partenaires et des coureurs? Ouais, alors au niveau de la réduction d'impact, on a atteint quand même un certain plafond de verre en fait, et on travaille en amélioration continue sur des sujets, qui sont plus de l'ordre du détail, mais on se veut dans cette amélioration continue. L'éco-trail maintenant, on se dit que c'est un outil qui permet de toucher un grand nombre de personnes, de manière directe, que ce soit de manière directe, en fait, sur l'événement et indirecte aussi grâce aux outils de communication notamment qu'on peut avoir. Donc on mobilise l'ensemble des parties prenantes à l'organisation, que ce soit le staff, les bénévoles, les partenaires, les prestataires. Sur la partie staff bénévole, toutes les personnes de l'équipe sont sensibilisées, en tout cas à ces enjeux. C'en est aussi un critère de recrutement pour ceux qui viennent rejoindre, les équipes et puis on fait des formations telles que, des ateliers MyCO2 qu'on peut faire, en interne pour les nouveaux arrivants, qu'on fait aussi aux bénévoles, et aux partenaires qui souhaitent le faire. Donc, les ateliers comme MyCO2, ça permet de calculer son empreinte carbone personnelle avec, un objectif que maintenant tout le monde doit savoir qui est d'être à 2 tonnes par an. Et quand on est aujourd'hui à 10 tonnes par an pour un Français. Donc 2 tonnes, ça donne quoi en équivalent? C'est un aller-retour Paris-New York. Donc une fois qu'on a fait ça, on a épuisé son stock de carbone sur l'année. Ça équivaut à ça, ça équivaut aussi à manger de la viande tous les jours, à manger du bœuf 2 fois par semaine, pour donner, des exemples précis. Donc voilà, ça permet en fait, au staff de mesurer ça et de prendre, de bonnes résolutions. D'essayer de réduire petit à petit. Donc on ne change pas de mode de vie, du jour au lendemain, mais petit à petit de prendre des bonnes résolutions, des bonnes pratiques en fait, par rapport à pour essayer de réduire ça. On fait aussi, du moins, on fait aussi des formations, ponctuelles. On s'est formé, on a fait un atelier fresque du numérique, fresque du climat. Ça permet de se rendre compte en fait, de l'impact sur des thématiques très, très précises. Ça, c'est sur le sujet donc du staff. Pour les partenaires, alors on se refuse, catégoriquement, certains secteurs d'activité, hein, tels que l'automobile ou l'aéronautique. On essaye d'embarquer, dans le pool des partenaires qu'on a sur le sujet de la transition écologique avec un objectif de faire toujours mieux. Hem, pour exemple, du moins voilà, Maïf met des animations qui sont 100 dédiées autour de la transition écologique, sur tous ces enjeux-là. Salomon et Iron, qui sont les partenaires aussi principaux de l'événement, on travaille plutôt autour de la thématique du réemploi, de la seconde vie du textile. Et avec Accro, qui est un partenaire nutrition, on travaille plutôt autour de la végétalisation des repas. En fait, notre partenaire Accro travaille avec notre traiteur pour, cuisiner, des plats. On a 2 500 plats, pour les équipes, à fournir tout au long de la semaine. Donc, bon, il y a un vrai travail de préparation aussi là-dessus. Et sur la partie coureur, pour terminer là-dessus, sachant qu'on a un public néophyte, on a un tiers de néo-trailers à peu près qui découvrent le trail par l'intermédiaire de l'Eco-Trail et 2 tiers qui participent pour la première fois à l'Eco-Trail Paris. On a un gros enjeu de sensibilisation qui est pas forcément lié qu'à l'événement, mais qui est plutôt pour éveiller, les consciences sur les comportements et les actions à adopter au quotidien. Donc sur ce biais-là, on a la communication qui est faite tout au long de l'année. On est accompagné par une agence spécialisée là-dedans qui s'appelle Racine de demain. On veut faire une communication positive, par des posts qu'on peut faire. Et cette année, par exemple, on se met dans l'impôt d'un coureur, dans l'impôt d'un éco-trailer, on va dire, pour essayer de limiter son impact, même, dans la phase d'entraînement, pas que sur l'événement. Voilà, et sur le village, pour terminer là-dessus, on teste des initiatives aussi, ça fait 2 ans maintenant qu'on fait un Truck and Trail où on permet aux coureurs, aux participants en fait de venir échanger, textiles gratuitement, l'un avec l'autre. Ouais, on voit bien que dans toutes les animations, dans toutes les lignes, de l'événement, il y a une recherche d'amélioration continue sur, comment faire,
toujours, mieux, plus propre, plus durable de votre côté, mais qu'aujourd'hui, vous êtes énormément sur un sujet de pédagogie et de partage de bonnes pratiques et d'inspiration auprès des coureurs pour les engager de plus en plus, et les inviter à se questionner sur cette thématique. Comment on mesure l'impact pardon, excuse-moi. Comment on mesure l'impact, du coup, concrètement, d'une course comme Ecotrail Paris? Qu'est-ce que vous avez utilisé comme outil, comme aide, comme conseil? Al alors au début, on le faisait de manière très traditionnelle, de ce qui existait à l'époque, via un cabinet, externe qui était Bilan Carbone. Sauf que, bah, ça a un coût important, hein, pour l'événement. On sait qu'on n'a pas des ressources, illimitées économiques illimitées là-dessus. Donc, c'est un coût pour nous qui représentait de l'ordre de 4 à 6 000 € je pense, à chaque bilan carbone. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on avait une personne référente, qui sur ces sujets-là, qui s'est formée au fur et à mesure et qui est en mesure en fait de donner, de faire transpirer en fait, toute cette partie-là en interne. Donc, une fois qu'on a identifié les grandes masses et comme je disais tout à l'heure, entre 2012 et 2023, date du dernier bilan, les grandes masses, elles ont été identifiées, donc il y a pas de nécessité d'en refaire chaque année. En faire une de temps en temps, ça permet de voir un petit peu l'impact, total, mais, c'est pas une nécessité absolue et maintenant, en plus, il existe une multitude de rapports, du GIEC ou de l'ADEME qui permettent justement de s'informer assez rapidement. Donc voilà, Mmh. si juste on peut donner quelques conseils, c'est de se faire accompagner peut-être pour démarrer, de prendre des bonnes idées sur d'autres événements, que ce soit des événements sportifs ou des événements culturels. En fait, il y a plein de bonnes idées dans la tête de tout le monde, à gauche, à droite et puis surtout ne pas avoir peur de tester des choses. Mmh. Ouais, tout à fait. Avec le recul, du coup, on terminera là-dessus pour, ce premier échange. Avec le recul, quels sont les sujets qui ont été ou qui sont encore les plus complexes, à traiter, pour toi? Alors, les sujets les plus compliqués, ça a toujours été ceux qui touchaient aux habitudes. Ceux qui touchent aux habitudes, c'est l'exemple du gobelet. Quand on a supprimé, le gobelet en 2014, bah, voilà, on trouvait dans toutes les courses et notamment les courses sur route, des gobelets sur tous les ravitaillements, tous les 5 kilomètres et les coureurs les jetaient le plus loin possible, dans la nature, sur la route et cetera. Donc quand on a supprimé ça, en fait, c'était un peu compliqué, en fait. On se retrouvait avec des coureurs, la 1re année qui me disaient: «Bah, c'est pas possible, comment je vais faire pour boire?» Et cetera. Puis l'année d'après, bah, au final, les coureurs commençaient à prendre leur gobelet pour courir. Puis voilà, Mmh. quand on revient 10 ans après, maintenant on se dit que sur le trail, en tout cas, c'est la norme et sur les courses sur route, ça commence à se démocratiser. Donc voilà, on a été plutôt dans le bon sens. Donc il y a cette partie gobelet, il y a la partie t-shirt effectivement. Partie t-shirt finisher, ça touche aux habitudes du coureur. C'est quelque chose qui se fait, de manière historique et Bon, bah, c'est une très bonne transition, pour qu'on en ouais, parle, on en parle tout à l'heure, donc super. Je t'arrête là parce que je sais que ouais, ça sinon marche. tu prendras plaisir à parler aussi, du sujet, donc on le traite tout à l'heure, dans notre échange avec Alexandre. Super, hyper intéressant. Merci beaucoup, Jérôme. Donc je vous invite à tous, à partager vos questions si vous en avez dans le chat. On les traitera, comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, à la fin. Ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'il y a des choses que vous êtes interdit de faire. On voit qu'il y a des choses qui se passent énormément en local. Il y a vraiment cette conscience du local. On voit qu'il y a aussi des éléments pour lesquels il faut chercher des substituts. Et puis aussi, il y a un gros sujet sur la pédagogie, comment j'embarque tout le monde en interne, en externe. Donc tout ça est hyper intéressant. Et Laure va du coup, à présent, prendre la parole rapidement pour justement faire une petite synthèse sur ces différents sujets qui apparaissent, qui apparaissent du coup, aussi, de manière, régulière, hein, dans l'événementiel. Donc Laure, est-ce que tu es parmi nous? Oui, je suis parmi vous, je cherche Super. à partager ma présentation. J'arrive et voilà. Eh bien, bienvenue Laure. Donc, en attendant que tu, présentes ton écran, du coup, je vais te présenter. Du coup, Laure Bertrac, travaille chez We Are Makers, et est en charge du développement commercial des clients, et des projets. Et je crois, Laure, que tu voulais démarrer par, expliquer un petit peu nous ce qu'on fait chez We Are Makers. Je Heu, crois que ma présentation affiche. C'est bon? Tu peux ouais, me super, c'est bon, on te voit et du coup, je t'ai déjà présenté, donc tu peux attaquer par, voilà.
Bon, déjà, bonjour à tous, merci d'être présents. Très rapidement, chez We Are Makers, ce qu'on fait, nous, on accompagne les entreprises qui veulent inspirer, qui veulent engager leur communauté en sens large, qu'il s'agisse de clients ou les communautés internes, collaborateurs. Nous intervenons sur quatre pôles d'expertise: les contenus, l'influence, l'expérience, l'événement et l'innovation. Et on intervient auprès d'entreprises de toute taille, sur tout secteur, donc qu'il s'agisse de retailers dans le textile, loisirs créatifs, la déco, la maison, des industriels de marques grande consommation, ou alors dans le secteur de l'assurance, dans le secteur du tourisme. Voilà, donc très générique. Dans le cadre de nos activités, il nous arrive d'organiser des événements responsables. Et ce que je voulais vous proposer dans mon intervention, c'était de prendre un petit peu de recul sur les bonnes pratiques qu'on a pu à notre échelle expérimenter, identifier ou observer. Je ne vais pas vous faire une liste à l'après-vert de toutes les cases à cocher, d'autant plus que voilà, Jérôme, dans son intervention, nous a donné déjà pas mal de pistes, mais réaborder très rapidement les points essentiels et aussi les bonnes questions qu'on doit se poser ou qu'on peut se poser lorsqu'on organise un événement éco-responsable. Alors d'abord, quelques chiffres, voilà, vraiment quelques chiffres très rapides sur l'impact des événements, l'impact carbone des événements. Il y a plus de 100 000 événements qui sont organisés chaque année en France, qu'il s'agisse de manifestations professionnelles, culturelles ou sportives. Un événement de taille moyenne d'environ 5000 personnes, ça génère 2,5 tonnes de déchets. Et 80% du bilan carbone d'un événement, c'est le transport. Et c'est exactement ce que Jérôme a dit tout à l'heure, le transport des biens et des personnes. À peu près 50% pour voilà, les personnes, les participants, et 30% pour tout ce qui concerne la matériel, logistique. Donc c'est vrai que c'est assez frappant comme chiffre, et du coup, c'est vrai que quand on voit ça, on se dit que bah, voilà, c'est l'un des leviers sur lequel on peut impacter immédiatement, c'est le transport. Alors très rapidement, les essentiels, comme je vous ai dit, on va pas faire une grosse liste, mais voilà, les points à balayer, à balayer quand on organise un événement et qu'on se veut éco-responsable, c'est d'abord la localisation géographique. Où est-ce que mon événement se situe pour faciliter justement le déplacement des participants, du bien, du matériel. Donc voilà, l'emplacement géographique. Il va y avoir aussi le lieu en tant que tel, le bâtiment, pour tout ce qui va être en rapport avec l'énergie, le chauffage, etc. Autre point important, le stand, le matériel sur place. Je vais avoir un stand à mon événement. Comment faire en sorte qu'il soit éco-conçu, d'utiliser des matériaux responsables, durables, que mon stand soit réutilisable. Il n'y a rien de pire qu'à la fin d'un événement, que tout finisse à la poubelle. Non, non, qu'est-ce que je peux en faire? Est-ce que je les conçois en amont pour qu'ils puissent durer dans le temps? Est-ce que je les réutilise? Est-ce que je les repropose à une association? L'autre point, ça va être toute la gestion des déchets. Et on sait que tout ce qui est voilà, tout le durable est primordial, notamment les gobelets, la vaisselle réutilisable, les gobelets réutilisables. On voit de plus en plus les éco-cups qui se multiplient sur tous les événements. La partie restauration, proposer une restauration locale, de saison, mesurée on va dire la bonne mesure, les repas qui seront servis pour éviter le gaspillage, réfléchir à des alternatives de redistribution à la fin de l'événement. Et bien entendu, toute la communication aussi, la communication pendant, durant, après l'événement, limiter le papier, limiter la communication aussi, comme le disait Jérôme, peut-être en local pour éviter, si on veut voilà, garder un public local. Voilà, donc ça c'est vraiment la petite checklist, les essentiels à savoir. Donc voilà, c'est une checklist express, rationnelle. Et on voit qu'il y a quand même des points qui sont assez importants, notamment liés au transport. On ne peut pas tout faire d'un coup, on ne peut pas tout réussir tout de suite, mais l'important, c'est d'être dans l'amélioration continue, de progresser année après année, de s'améliorer à chaque édition. Et si on va aller plus loin et sortir un petit peu de ces habitudes, il y a des questions qu'on peut se poser aussi, nous, en tant qu'organisateurs, pour être sûr de rester dans notre alignement vers nos valeurs, là où on veut aller, là où on veut emmener notre cible, nos participants.
Donc voilà, premier point en tant qu'organisateur, c'est quelles sont nos valeurs, quels sont les messages qu'on veut laisser, qu'est-ce qu'on veut faire passer à travers notre événement, où est-ce qu'on veut mettre le curseur dans l'éco-responsabilité. On voit que chez EcoTrail Paris, il n'y a pas de curseur, puisque l'éco-responsabilité, elle est au cœur même de la naissance de cette course. Voilà, c'est l'ADN de la course au départ. Après, si on n'est pas aussi à fond, voilà, c'est se fixer en tout cas des objectifs, toujours de faire mieux l'an passé, de s'améliorer petit à petit. Et c'est ça qui est très important. L'autre point, c'est ma cible, mes participants, à quoi ils sont prêts, où ils en sont, et on a cette petite matrice à laquelle on peut penser. Voilà. Sur quel sujet ma cible est prête, sur laquelle elle n'est pas prête, et ce sur quoi notre cible nous attend, et ce sur quoi elle ne nous attend pas. Pour se dire aussi, qu'est-ce qui va les nourrir, comment je peux les embarquer, comment je peux les surprendre. Voilà, comment je peux surprendre ma cible en tant qu'organisateur. Par exemple, dans le cas d'EcoTrail, il y a eu un changement au niveau des repas pour les bénévoles. Ils sont passés du tout végétal, donc éliminer complètement la viande, sans prévenir les bénévoles. Donc les gens étaient agréablement surpris parce que les repas étaient bons, délicieux. En revanche, un peu surpris de savoir que c'était du tout végétal. Donc voilà, c'est aussi savoir, avec des petites idées comme ça, surprendre ma cible et tester et tenter des choses. Et enfin, le dernier point, c'est les partenaires. Il faut bien s'entourer pour co-construire un événement, être toujours dans la co-construction, donc faire avec, avoir un écosystème qui soit extrêmement positif, qui puisse se nourrir les uns des autres. Donc, c'est choisir des partenaires qui peuvent être liés à des labels comme la norme ISO 20121. Il y a d'autres labels qui existent pour tout type d'entreprise, justement, pour être labellisés éco-responsables. À la fois les partenaires qu'on va choisir, être dans des partenaires locaux, labellisés et des partenaires pour la mesure. On sait que la mesure de l'impact, c'est très important. C'est ce qui va permettre aussi, de voir les petits pas, qu'on aura fait, session après session, édition après édition. Et justement, Jérôme le disait, quand on se lance, on peut travailler avec des cabinets de conseil, des audits extérieurs. Ça coûte un petit peu cher au départ, mais ça permet de placer les curseurs et voilà, et d'avoir une base de départ. Et ensuite, pour toute la mesure, c'est d'outils, de plateformes en ligne, avec des calculateurs tels que MyClimate, Greenly, qui permettent aussi plus d'autonomie et de pouvoir ajuster édition après édition. Top. Bah, écoute, je te propose, Laure, que, on fasse une petite transition vers la suite. Merci beaucoup pour ce récap, pour ce mémo. Donc, on sent bien qu'il y a une évolution, hein, sur le sujet, qu'il y a quelques années, nous, en tout cas, quand on recevait des briefs, chez We Are Makers, il y avait cette question de, j'aimerais bien faire un événement qui soit un peu plus éco-responsable. Et puis, maintenant, de plus en plus, c'est en fait, l'impact de mon événement, je veux que ça soit un levier pour engager mes cibles. Je veux que l'éco-responsabilité, ça soit une manière de me différencier avec des valeurs fortes, partagées et d'innovation. Et d'ailleurs, à propos d'innovation, à présent, on va zoomer sur un sujet qui d'ailleurs nous a été demandé en chat. Donc, le sujet qui est au cœur de tout événement, c'est la trace tangible que je peux laisser à mes participants, à mes prospects, l'objet, le cadeau, le goodie. Donc, j'accueille Alexandre Lucas. Merci d'être avec nous. Pour en savoir plus, du coup, sur ce que vous, chez EcoTrail Paris, vous avez vécu comme cheminement, du coup, sur la question du t-shirt et de la médaille. Hein. On sait que historiquement, un t-shirt neuf était offert à tous les finishers et une médaille en acier pour les finishers du 80 km. Donc moi, Alexandre, ma première question que j'ai envie de te poser, c'est, voilà, je sais qu'en 2021, vous avez décidé de ne plus les faire. Alors, est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez pris cette décision et tout ce que vous avez testé du coup depuis? Bonjour à toutes et à tous, salut Hortense. Alors en effet, on arrête le t-shirt finisher en 2021. Alors c'est né d'une réflexion, un sujet de réflexion en interne pendant le Covid notamment. Voilà, on avait conscience du poids carbone, on va dire, d'un t-shirt. Et on arrête en 2021, tout simplement. Bon, on a l'opportunité de le faire, en fait. On a le moment propice pour le faire, puisqu'on est en fin de contrat avec l'équipementier qui nous accompagnait sur l'EcoTrail Paris jusqu'alors, et c'était contractuel, en fait, ce t-shirt finisher. Et donc là, à ce moment-là, on prend la décision d'arrêter. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est en discussion avec un nouvel équipementier, qui est toujours notre partenaire principal, donc à savoir Salomon. Et
et au moment des discussions avec Salomon, en fait, on a tout de suite été clair sur le sujet, sur le fait que voilà, on excluait tout t-shirt finisher de ce deal, ce que Salomon a accepté sans problème. Et ce qui fait que voilà, on a pris cette décision à ce moment-là. Alors comme Jérôme a pu le dire tout à l'heure, c'est vrai que pour le coup, le coureur, ça l'a un peu surpris qu'on arrête ce t-shirt, puisqu'il était habitué à avoir son t-shirt sur la majorité des courses qu'il pouvait faire, et on n'a pas eu des réactions hyper positives, hein, juste pour info, à l'issue de l'édition 2021, sur le cadeau finisher, on est à 28% de satisfaction quand on était à 90% l'édition précédente. Donc en 2021, le cadeau finisher qu'on met en place, on propose un petit panier avec des produits locaux à chaque coureur qui finit la course. Donc dedans, il y avait du miel, une sucette, des crackers, voilà, plusieurs produits locaux pour un résultat, on va dire, un peu contrasté. Donc on s'est posé la question, on se pose sur le sujet, hein. On s'est posé sur le sujet les dernières années. Donc en 2022, on avait tenté des cadeaux finishers différents en fonction des courses. Plus la distance était grande, plus il y avait de cadeaux, entre guillemets, hein. Donc que ce soit des vidéos souvenirs, un poster qui était distribué à l'arrivée pour chaque finisher, une bière locale, plus toujours la médaille sur le 80 km. Et là, on est monté à 48% de satisfaction. Donc, c'était pas encore la joie, on va dire, par rapport à ça. En 2023, on a proposé la même chose, on a juste changé le modèle, c'est-à-dire que le poster qui était offert à tous les coureurs, on l'offrait plus à la fin de la course, mais avant, en cadeau de bienvenue. Alors pour des questions pratico-pratiques de 1 et des questions aussi d'image, hein, parce qu'on s'est vite rendu compte en 2022 que le coureur récupérait son poster à l'arrivée, et puis ben, à la sortie du village, c'était directement dans la poubelle, ce qui n'était pas forcément une image dingue, même si on avait fait attention à l'encre utilisée, au papier utilisé, à l'imprimeur qu'on avait sollicité par rapport à ces posters, hein, pour que ça ait le moins d'impact possible. Donc en 2023, sur ces cadeaux de bienvenue sur le poster, on était à 54% de satisfaction. Et donc en 2024, l'année dernière, donc on a pris la décision de mettre des médailles pour tout le monde, à supprimer tout autre cadeau en se concentrant sur des médailles pour tout le monde. Et puis bah là, pas de surprise, hein, 88% de satisfaction. On est revenu sur les taux d'avant Covid. Alors sur les médailles, en effet, on a arrêté par contre toute médaille en acier. Alors ça depuis 2018. Historiquement, la médaille n'était distribuée qu'aux coureurs du 80 km, aux finishers du 80 km. On a généralisé sur toutes les épreuves l'année dernière, mais on est sur de la médaille en bois, ce qui nous permet aussi de contrôler davantage la production et d'où vient le produit. Donc on est sur du made in France avec du bois issu de forêts éco-gérées sur l'ensemble des courses. Hyper intéressant pour cet historique, merci beaucoup. Donc nous, c'est à ce moment-là qu'on a été mis en relation donc par un de nos partenaires communs, Maïf, pour ne pas le citer, qui est partenaire principal de l'Écotrail Paris, leader du mouvement Sport Planète. Donc le point de départ de notre échange, ça a été justement ce besoin de craquer la problématique t-shirt, hein. Donc moi, ma première question sur le sujet, c'est justement est-ce que tu peux expliquer comment on a pris le sujet, voilà, comment on a travaillé ensemble sur cette recherche de solutions en remettant le t-shirt au centre? Alors, le point de départ, il est tout simple de notre côté, c'est que après chaque édition, nous, on a une vraie analyse du questionnaire de satisfaction. Voilà, on envoie un questionnaire de satisfaction à l'issue de l'issue de chaque édition, où on a un taux de réponse entre 35 et 40% des coureurs, donc ce qui représente quand même un panel assez représentatif. Et on voyait ce sujet t-shirt qui revient année après année, même s'il est de moins en moins présent, hein. En 2021, on parlait que de ça. L'année dernière, on en parle. Quelques coureurs en parlent encore, mais c'est de moins en moins parce que je pense que ça rentre dans les têtes que l'Écotrail Paris ne distribue plus de t-shirts. Et donc, quand on s'inscrit à l'Écotrail Paris, on n'a plus de t-shirts. Mais voilà, on avait toujours ce sujet qui nous questionnait. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi en interne. On a sollicité nos partenaires, bon, toutes les parties prenantes de l'événement sur, en effet, le rôle de ce t-shirt. Et c'est vrai qu'on a été mis en lien à ce moment-là par Maïf et qu'on a pu brainstormer pas mal avec vous sur, en effet, la symbolique de ce t-shirt. Qu'est-ce qu'il représente, en fait, pour le coureur? Est-ce que c'est un trophée? Est-ce que c'est un souvenir que l'on garde d'eux? Est-ce que c'est récompenser une expérience qu'on avait? Enfin, voilà, c'était
tous ces sujets-là où on a énormément réfléchi sur voilà est-ce que c'est juste une habitude, est-ce que voilà. Euh, et c'est drôle hein, parce que avant d'avoir travaillé avec vous hein, avant l'édition 2023, hein, pour bien rappeler aux coureurs qui n'auraient pas de t-shirt, on avait travaillé avec l'agence Racine de Demain dont Jérôme parlait tout à l'heure sur un article de blog qui s'intitulait T-shirt souvenir ou souvenir plein la tête, qui était justement sur voilà, comment on remet la place du t-shirt, qu'est-ce qu'il représente, et pour rappeler hein, aux coureurs aussi que s'il s'inscrit à une course, c'est pas pour avoir un t-shirt à la fin, parce que sinon il va s'acheter tout de suite un t-shirt et puis il fait pas de course, mais que voilà, l'objectif c'est aussi quand on s'inscrit à un événement, c'est de participer à une expérience et de vivre une expérience. Alors du coup, sans plus attendre, le suspense est intenable. Qu'avons-nous mis en place sur Ecotrail Paris 2024? On comprend bien que le sujet, ça a été sans mauvais jeu de mots, je l'avais dit en intro hein, que je ferais quand même quelques mauvais jeux de mots. On a vraiment détricoté ce que représentait le t-shirt dans la tête des coureurs pour retricoter voilà, une solution qui a été déployée en 2024. Je crois qu'on a une page pour du coup voilà, représenter ce qui a été mis en place. Alexandre, je te laisse du coup expliquer le dispositif. Ouais. Du coup, on est parti du postulat que voilà, le t-shirt, au final, quand après une course, on allait courir avec le t-shirt de la course à laquelle on a participé, c'était aussi pour montrer, tiens, j'ai fini le marathon de Paris, j'ai fini l'Ecotrail Paris, j'ai participé à cette course-là. Donc, on s'est vraiment attardé sur le côté trophée, ce t-shirt trophée, en partant du postulat qu'en fait, bah, la plupart des coureurs, ils ont leur t-shirt préféré, ils ont déjà leur armoire qui est pleine de t-shirts. Donc, bah, plutôt que redonner un t-shirt après la course qui derrière va finir dans un placard et puis sera ressorti à de rares occasions, et ben on s'est dit ben voilà, on va demander aux coureurs, ceux qui le souhaitent en tout cas, de venir sur le village Sport Planète, donc de Retrait des Dossards avec leur t-shirt et puis ben, en fait on va lui marquer son t-shirt aux couleurs Ecotrail Paris. Donc c'était totalement gratuit hein, pour le coureur. Il avait simplement à se présenter sur le village et là on lui a posé le logo Ecotrail Paris avec l'année parce qu'on est parti aussi du postulat que c'est une opération qui pouvait être amenée à être renouvelée, donc qui va être amené à se renouveler. Derrière, le coureur pourrait rajouter 2025, puis 2026, et que bah, s'il y a d'autres organisateurs qui proposaient aussi ce type d'opération, derrière, sur ce même t-shirt, on pourrait avoir un logo Ecotrail Paris à côté d'un logo d'une autre course. Ce serait le t-shirt trophée, on va dire, du coureur. Donc, on a fait ça l'année dernière, donc en communiquant pas mal en amont du retrait des dossards, tout en gardant ce côté communication positive et pédagogique auprès des coureurs. Et on avait prévu l'année dernière environ 1000 marquages sur le village. Et en termes de chiffres, il y en a environ 500 qui ont pu être faits sur place. Il y en a 250 qui ont été remis en main propre parce qu'en fait, il y a eu un succès qu'on n'avait pas forcément non plus estimé. On s'est vite retrouvé avec de la queue. En fait, il y en a qui ont fait 20-25 minutes de queue pour se faire marquer le t-shirt. Voilà, on était très agréablement surpris et les taux de satisfaction derrière, bon, voilà, on est à 90% de satisfaction pour les personnes qui l'ont fait. Voilà, et c'est une OP qui va être reconduite hein, parce que ceux qui n'ont pas pu le faire, alors pour différentes raisons, soit parce qu'ils n'étaient pas au courant, ça on a 20% des personnes qui déclarent qu'en effet ils n'avaient pas vu l'info, mais bon, c'est les 20% qui ne voient aucune info, donc on n'est pas très inquiet là-dessus. Et voilà, on avait 33%, un tiers des personnes qui n'avaient pas de t-shirt avec eux, qu'on n'avait pas forcément pris, qui l'avaient pas anticipé. Et donc, parmi ces personnes-là, on trouve quand même avec quasiment 50% qui ne l'ont pas fait l'année dernière, qui sont en fait intéressés par l'opération et qui seraient amenés à le faire en 2025. Donc ce qui est une super OP pour nous. Et donc l'année prochaine, on reproduit le modèle. Donc là, on double les quantités. On passe à 2000 marquages disponibles sur le village, plus 400 simplement pour compléter le marquage 2024 en 2025. Donc, avec une Super. présence aussi de vos équipes, Hortense, plus longue sur le village, quasi continue, pour pouvoir satisfaire tout le monde.
Bah, écoute, merci pour ces infos. Pour, effectivement, prendre la perche, que tu me tends, petite parenthèse, je vous disais tout à l'heure qu'effectivement, nous, quand on avait été mis en relation, avec, l'équipe, d'Alexandre et de Jérôme pour réfléchir à, comment réinventer le t-shirt, d'abord, on a eu une phase de questionnement et ensuite, nous, on est en mesure aussi d'exécuter, donc de déployer, les dispositifs et effectivement, les photos que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur le village, donc Sport Planète de l'Écotrail Paris, 2024, il y a eu un atelier de marquage qui a été mis en place avec du coup des intervenants techniques équipés de presse. Donc les gens venaient avec leurs t-shirts. On voit, c'est intéressant, il y a toute une diversité de couleurs et de bases qui ont été apportées. Et donc on était en mesure de presser du coup le transfert qu'on avait fabriqué, puisque c'est également nous qui avions pris en charge la fabrication du transfert. Donc voilà, la petite parenthèse que je voulais apporter en complément, c'est que nous sommes en mesure de déployer et d'exécuter ce dispositif-là. Donc, s'il y en a parmi les participants qui veulent en savoir plus sur comment ça se déploie, comment ça se met en place, voilà, Jérôme et Alexandre l'ont dit. Concrètement, leur laboratoire d'exploration est aussi un open source pour les autres événements. Donc, s'il y en a qui veulent en savoir plus sur le dispositif et comment on peut l'exécuter, n'hésitez pas. On partagera des contacts à la fin. Dernière petite question pour toi, Alexandre. Si on prend un pas de recul, on voit bien que vous vous donnez énormément de mal pour réinventer les pratiques en termes d'éco-responsabilité sur tous les sujets. On le voit encore mieux là dans l'exemple du cadeau et dans tout ce que vous avez testé. Est-ce que toi, tu dirais que l'éco-responsabilité de Ecotrail Paris, ça devient une source d'attractivité? Est-ce que l'éco-responsabilité de la course peut expliquer le succès grandissant de la course? Puisqu'on a vu dans les chiffres, là, vous allez arriver à des records de participants. Il y a une vraie attractivité qui est grandissante. Voilà, je te laisse avec cette question. Alors, j'aimerais dire un oui franc et massif. On est quand même lucide sur le fait que la course à pied, il y a un vrai boom des événements de course à pied partout en France et que toutes les courses clôturent leurs inscriptions de plus en plus tôt et ont de plus en plus de coureurs. Donc dire que c'est que ça à l'heure actuelle, non. Par contre, il y a un point dont on prend connaissance au fur et à mesure et dont on se rend compte, c'est que l'engagement, en tout cas éco-responsable des organisateurs, va devenir un vrai point capital pour les coureurs et pour les participants. Parce que nous, c'est une question qu'on pose dans le questionnaire de satisfaction depuis 2021. Et là où en 2021, les engagements éco-responsables d'un organisateur, et je parle de vrais engagements éco-responsables, pas de greenwashing ou simplement je trie les déchets, on était à 76% en 2021 et que là, en 2024, on est monté à 95%. Donc en effet, ça va dans le bon sens et pas simplement pour l'Écotrail Paris, mais pour aussi que chaque organisateur puisse mettre en place un certain nombre d'actions et d'engagements éco-responsables. Eh ben, écoute, hyper intéressant. Alors je tiens à préciser, donc merci beaucoup Alexandre pour ton intervention. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Je vois qu'il y en a qui ont, déjà des questions, donc n'hésitez pas, on les traitera à la fin. 4e intervention à présent. Oui, je voulais juste dire Alexandre, par rapport à ton dernier point, que ce que tu viens de dire sur, les organisateurs de courses, est également valable dans l'événementiel au sens large, ce qui me permet de faire une transition vers la dernière intervention puisque c'est Laure à présent qui va parler des cadeaux et des goodies plus largement que l'exemple que tu as pu nous donner dans le cadre d'Ecotrail Paris. On voit que dans l'événementiel au sens large, on voit bien que, encore une fois, avant, on voulait faire un événement normal, mais un peu plus écolo, et qu'aujourd'hui, en tout cas nous, les briefs qu'on reçoit et qu'on voit passer, les problématiques qu'on voit passer à l'agence, c'est vraiment, en fait, je veux sortir des sentiers battus, j'ai besoin de décrypter mieux les besoins et les traditions pour les réinventer. Évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc Laure, je crois qu'en première partie de ton sujet sur les cadeaux et les goodies, tu vas nous faire un petit aparté sur la méthode de co-création qu'on a mis en place chez We Are Makers pour justement aider à l'innovation et notamment à l'innovation d'usage. Et après, je crois que tu as prévu de partager des exemples un peu plus larges que ceux que Alexandre a pu partager. Je te laisse la parole. Exactement, merci Hortense. Je vais essayer d'aller droit au but et de ne pas en dire trop. Voilà, pour vous laisser le temps de poser des questions. La co-création, c'est vraiment ce qui fait notre spécificité chez We Are Makers. Quand une marque, une entreprise arrive avec une problématique,
Forcément, il n'y a pas toujours la solution toute faite parce que ce qui va se fonctionner avec l'un ne fonctionnera pas forcément avec l'autre. Et nous, ce qu'on propose vraiment, c'est une méthode qui permet de faire émerger des solutions de façon collective en intégrant toutes les parties prenantes. Exactement ce qu'on a fait avec les équipes d'EcoTrail Paris, mais aussi avec la Maïf, avec Center Parks. Donc d'abord, un rapide point théorique, promis, ça va pas être trop long, et ensuite les cas concrets sur la problématique du cadeau et du goodie. Donc la première étape de notre méthode, c'est questionner le problème. On est des enquêteurs, on va aller rassembler les indices, on va poser les questions, on creuse, on fait purger là où ça fait mal. Voilà, c'est vraiment, on va faire mal avec nos questions pour vraiment aller au bout des choses. Pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce qui bloque? Quels sont les objectifs, les intentions? Qu'est-ce qu'on cherche à atteindre? Là, c'est vraiment pour poser le sujet. Le deuxième point, on est un facilitateur. On va aller créer les bonnes conditions pour favoriser et faciliter l'intelligence collective. On va aller rassembler toutes les parties prenantes nécessaires pour réfléchir à la problématique. Donc avec qui? Là, il n'y a pas de limite. C'est tous ceux qui peuvent nourrir de façon constructive la réflexion. Ça peut être des clients, ça peut être des collaborateurs de services internes qui peuvent être concernés ou impliqués, des fournisseurs, peu importe. Voilà, donc c'est rassembler autour de la table les bonnes personnes. Et ensuite, le comment, comment on va le faire? Différentes manières selon le sujet. Des questionnaires en one-to-one, des groupes animés, des interviews, des brainstorming guidés. Et voilà, mettre autour de la table les personnes et les méthodes, ça va faire émerger plein de choses. Plein de solutions, dans tous les sens. Phase 3, nous, on va regarder tout ce qui est ressorti de cette phase 2 et on va identifier différents scénarios possibles. Au besoin, on va rajouter une petite touche de créativité, faire des brainstorming internes, interroger des membres de notre communauté, des travails de pige, de recherche et analyser vraiment voilà, tout ça pour aller sortir différents types de scénarios, drafter des solutions. Et enfin, dernière phase, c'est la mise en œuvre. Voilà, on a identifié X scénarios, on pense que potentiellement celui-ci ou celui-ci serait idéaux, et soit on se lance, on déploie, soit on peut aussi faire des phases de test. Voilà, on va tester telle solution, on va voir comment ça se passe, on va l'améliorer si besoin, on va changer. Vraiment, y a pas en fonction des sujets, il n'y a pas de règle. Donc, comme le disait Hortense, on peut aller jusqu'à la phase 4 ou la phase 3, dans l'idéal, effectivement, la phase 4, où on va aller vraiment produire, développer, mettre en place là où les solutions qu'on aura rencontrées. Ça, c'est vraiment la méthode We Are Makers de co-création, voilà, qui permet de dégager les pistes de réflexion, les solutions pertinentes, avec créativité et intelligence collective. Et c'est ce que nous avons mis en place justement pour EcoTrail Paris, dans la réflexion autour du t-shirt et du cadeau Finishers. Et d'ailleurs, au sujet du cadeau, du coup, plus largement que la course ou que l'événement sportif, tu avais des exemples à partager. Est-ce que tu peux nous les partager du coup? Alors effectivement, oui, le sujet du goodies, quelques exemples qui permettent d'illustrer un peu les dimensions. Quelles sont les dimensions du cadeau? Des choses que nous, on a pu personnellement explorer chez We Are Makers. Il y a deux ports d'entrée sur le cadeau. Il y a le cadeau immatériel et le cadeau matériel. On va commencer par le cadeau matériel. On sait que c'est compliqué de sortir du marqueur cadeau. La tradition du Tour de France, c'est de repartir avec son bob et sa casquette. Dans les salons de gaming, on va pour collectionner les stickers. Donc c'est vrai que le marqueur cadeau, c'est pas toujours évident de le retirer. En revanche, ce qu'il est possible de faire, c'est des objets fabriqués plus près, donc moins loin, avec des matières qui soient moins gourmandes en carbone, le bois versus le métal, de vérifier la norme des fabricants. Alors parfois c'est plus cher, mais dans ce cas-là, c'est un parti pris de se dire je fais moins, mais je fais mieux. On peut aller dépasser la dimension d'objet et le transformer en expérience. Et c'est ce qu'on a dans le cas EcoTrail avec le t-shirt, puisqu'on continue d'une certaine manière à avoir du matériel, le t-shirt marqueur de la course que j'ai réussi à accomplir, mais c'est pas un nouvel objet que j'ai, c'est que je vais personnaliser l'objet que j'ai déjà chez moi. Et donc c'est vraiment la méthode, voilà. La co-création a permis d'arriver à ce marquage de t-shirt pour EcoTrail.
Et la dernière piste qu'on a pu identifier dans le cadeau matériel, c'est le kit à faire soi-même. On va un petit peu plus loin. Alors certes, il y a toujours du matériel, mais en plus, il y a une pédagogie, il y a un apprentissage, il y a une volonté de pouvoir mettre en mouvement celui qui va recevoir le kit. Alors, on peut très bien trouver des kits tout faits chez des fabricants, des kits qui peuvent convenir au message, à la trace qu'on veut laisser. Mais nous aussi, We Are Makers, on peut aller imaginer, développer de la conception à la fabrication, un kit sur mesure selon vos besoins, ce qu'on aura dégagé de notre méthode de co-création. Un kit de customisation textile, comme nous l'avons fait pour une marque de vêtements. Il y avait différents accessoires pour customiser son textile et les tutoriels pédagogiques pour apprendre à le faire soi-même, plus une mise en œuvre en atelier, en magasin. On peut aller imaginer des kits de réparation, des kits qui sont liés à de l'upcycling de vos déchets de production, par exemple, etc. Donc là, c'est vraiment toute la matrice, toutes les voies dans lesquelles on peut aller dans le goodie matériel. Oui, tu allais dire, Hortense? Non. J'allais couper mon micro pour tousser, mais je te lance sur le goodie immatériel, du coup, le cadeau immatériel. Et il te reste 30 secondes pour en parler. Ça va être un petit peu juste, je vais essayer de faire très rapide. Donc, elle est proposée une expérience qui va rester mémorable et qui va laisser une trace dans la personne qui va le recevoir. Le cas de Center Parks avec une expérience poétique, florale. La réflexion, voilà, on a été guidé par comment laisser une trace, des souvenirs lors de notre événement pour des familles, des influenceurs, sur le thème de la nature. Bon, ce qui permet de laisser une trace sur un événement, c'est une photo. On n'a pas proposé un simple stand photo, on a été concevoir un décor féerique avec des fleurs, feuillages en papier réalisés à la main par une artisane, sur de grands volumes, permettant vraiment de se plonger dans un univers assez magique et proposer aux participants de se prendre en photo dans ce décor féerique. Un autre contenu immatériel développé pour et avec la Maïf. La problématique, c'était vraiment, on veut stopper le goodie matériel. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Et après route de réflexion, on est arrivé sur un e-magazine sur le thème de la réparation, donc qui propose énormément de contenu, de l'interview, du tutoriel, des reportages, des conseils. Et comment je remets cet e-magazine à mon sociétaire, à mon client, à mon prospect, sous la forme d'un messager. Voilà, il faut vraiment réfléchir à l'immatériel et au messager, celui qui va porter le message et indiquer voilà, la marche à suivre. Et enfin, je voulais faire un petit point rapide aussi on peut aller encore plus loin avec le DIFT. Alors là, ça vient pas de chez nous, vous connaissez sûrement Frédéric Mazzella, fondateur de Blablacar, qui a proposé le DIFT, une contraction de dons et de gift. Donc c'est un cadeau solidaire qui permet de rediriger le budget cadeau qu'on va proposer par exemple à ses collaborateurs ou à ses clients vers des causes écologiques et sociétales. Voilà, donc très très rapidement le mapping qu'on peut, enfin le Top. mapping, il y a le panorama sur le goodie. Donc Bah, voilà, super, merci beaucoup Laure. De toutes les façons, s'il y en a qui veulent en savoir plus et qui ont envie de creuser ces questions-là, on va afficher un point de contact. Je ne sais plus qui a la main du coup sur la presse. Voilà, évidemment, on va aborder les questions à présent. Donc grâce à Alexia, merci beaucoup Laure déjà. Désolée, j'enchaîne parce que il est 15 heures. Je sais qu'il y en a qui vont pas tarder à nous quitter. Donc bah, évidemment, merci à tous ceux qui ont rejoint notre webinaire. S'il y en a qui doivent nous quitter, le replay sera disponible si vous voulez le partager avec des personnes autour de vous. Ce sera possible, voilà, pour répondre à cette question déjà, comme ça c'est fait. J'ai évidemment une petite conclusion à vous partager, mais avant ça, les points de contact du côté de We Are Makers, Laure, du côté de EcoTrail, Alexandre, vous avez leurs emails et leurs numéros de téléphone qui s'affichent. Ça me laisse une transition vers vos questions. Pour ceux qui peuvent rester encore quelques minutes, on va donc prendre quelques questions. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient été répondues en même temps qu'elles étaient posées, donc merci beaucoup pour ça. On ne va pas revenir sur les points qui ont déjà été répondus. Je vois qu'il y a une question de Florian. Nous n'avons pas du tout abordé ce point. Pour vous, Jérôme et Alexandre, est-ce que vous mesurez l'impact sur les actions et usages digitaux
réseaux sociaux, newsletters, plateformes et quelles actions mettez-vous en place? Je vous propose de démarrer par cette première question, ouais. Alors ouais, ça a été intégré au dernier bilan carbone qui a été fait en interne en 2023. Et en fait, on est à 0,8% du bilan carbone sur le numérique, parce que ça reste assez faible. Et nous, toutes les équipes, on a été sensibilisés sur les questions du numérique. On a fait la fresque du numérique, qui a été animée justement par Justine, notre responsable transition écologique. Et si je dis pas de bêtises, on a dû le faire en 2022 ou en 2023. Cette sensibilisation via la fresque du numérique. Alors, nous, en interne, ça passe sur des actions simples, hein. On a arrêté de renvoyer des emails pour ne rien dire, de ce qui était un peu la norme. On a ouvert aussi des canaux internes de communication qui sont beaucoup plus pratiques que l'envoi d'emails et de pièces jointes qui pèsent je ne sais combien. Et sur la communication coureur, alors on limite aussi, hein, le nombre de newsletters. Alors, on a une newsletter mensuelle, mais typiquement, on n'envoie plus cette newsletter mensuelle aux personnes qui n'ouvrent pas les mails. Enfin, ça reste des pratiques qui sont faibles. On va pas se raconter d'histoire. On est obligé de communiquer dans tous les cas. Et notre impact, cette année va encore diminuer puisque on est quasiment complet déjà. Donc, on a aussi moins tendance à surcommuniquer pour aller chercher des coureurs. Donc, ce qui est une très bonne chose au final. Super, merci beaucoup, Alexandre. Je vois une autre question de Marion. Est-il possible d'indiquer avec quel prestataire le bilan carbone a été effectué? Je vais laisser Jérôme ça Oui, compléter. bon, là, on a fait le premier avec Bilan Carbone. Bilan Carbone, c'était l'Institut Bilan Carbone. Maintenant, en fait, il y a juste à taper sur Google du moins, faire un bilan carbone. Il y a beaucoup d'applications, de logiciels qui le permettent maintenant assez simplement, en quelques clics. Super, merci beaucoup Jérôme. Je vois également que Chantal, alors, a partagé une observation que je trouve très sympathique, donc je vous la partage. Chantal disait, avez-vous des espions qui viennent d'autres courses, d'autres événements pour vous copier ensuite? Ça serait la rançon du succès que vos habitudes deviennent la norme pour tous les autres. Donc je pense que c'est pas tellement une question, mais en tout cas, très sympa de vous partager ça. Et en revanche, Chantal avait, enfin, je dis que c'est pas une question parce que oui, effectivement, hein, je pense que c'est la réponse est dans la question, il me semble, Chantal, étant donné que, effectivement, Jérôme et Alexandre l'ont dit, hein, lors de leur intervention, le but, c'est justement d'essayer de tester plein de choses pour qu'ensuite, ce laboratoire puisse être, déployé, au sein aussi d'autres événements. Donc c'est tout à fait la volonté. C'est pour ça que, voilà, je me permettais de dire que la réponse était dans la question. En revanche, le deuxième point de Chantal, intéressant, le rapport entre le sponsor qui investit, le coureur qui paye sa participation. S'il n'y a plus de cadeaux, les coureurs payent-ils moins cher leur dossard? Si moins de support pour poser les logos, est-ce que les partenaires aussi, du coup, investissent moins? Enfin voilà, est-ce que vous avez un élément de réponse sur la question de voilà, est-ce que s'il y a moins, ça coûte moins cher? Je sais pas, on peut peut-être faire une réponse commune avec Alex ou se compléter l'un l'autre. Il y a plusieurs questions là-dedans. Bon, effectivement, il n'y a pas plus de cadeaux, il n'y a plus de t-shirts, tout simplement. Donc, on a évoqué la médaille pour tous. En complément, effectivement, on ne l'a pas abordé, mais on fait aussi, on continue la vidéo souvenir, pour les épreuves longue distance. Et du coup, le coût, du moins, si on résume de manière très synthétique, le t-shirt était fourni par l'équipementier, donc coût zéro. Tout le reste est à notre charge. Donc, c'est plutôt un surcoût qu'un non-coût, entre guillemets. Mais derrière, voilà, du moins, c'est pris par l'organisation sans aucun souci. Et sur la partie sponsoring, en fait, il y a d'autres contreparties. Donc, on a un tableau de contrepartie en fonction du rang de partenariat sur lequel on met des éléments en face. Et du moins, le support textile n'en fait plus partie, mais derrière, on ajoute tout un tas de contreparties aux partenariats qui nous accompagnent, autre que ce support de communication qui était la partie textile ou le poster. Ça peut être envisagé en fait Tout à dans fait. différents cas. Oui, Et pour compléter, c'est notre rôle aussi en tant qu'organisateur de trouver des solutions et des alternatives et d'être en capacité de les proposer aux partenaires pour qu'ils puissent bénéficier d'une visibilité
qui soit équivalente qu'au t-shirt Tom Sandwich. Voilà, c'était très à la mode. Maintenant, on en croise de moins en moins. C'est notre rôle d'organisateur de pouvoir en effet proposer des alternatives viables aux partenaires et aux sponsors. Oui, tout à fait. Et puis, on peut rappeler qu'évidemment, mettre l'éco-responsabilité au cœur de toutes ces actions, c'est forcément quelque chose qui coûte à minima du temps, de l'énergie, de la créativité. Et évidemment, c'est rare que ça soit moins cher de faire les choses mieux, plus durables et plus éco-responsables. En revanche, on peut faire voilà, de manière originale, créative, locale, bien sourcée. Voilà, je vous remercie à tous pour vos questions. Je pense qu'on a balayé les questions principales. Le temps étant légèrement dépassé, on va s'arrêter là. Je vous laisse avec nos points de contact si vous voulez en savoir plus, qui s'affichent sur votre écran. Un grand merci à Alexandre et Jérôme d'avoir joué le jeu de ce partage d'expérience. C'est vraiment passionnant, voilà, tout le chemin que vous avez suivi jusque-là. Et évidemment, on vous souhaite une course 2025 exceptionnelle. Et on sera évidemment très content d'y participer. Alors moi, personnellement, parce que je vais prendre aussi le départ de la course, enfin, j'espère. Merci également à Laure pour ses interventions, à Alexia pour l'organisation. En conclusion, ce que on peut dire, c'est que oui, c'est possible aujourd'hui de faire un événement qui soit éco-responsable. On voit bien que ce qui compte, c'est de bien s'entourer, de bien former les équipes, d'avoir tout le monde engagé autour du projet. Mais on peut aller plus loin et on peut choisir de faire de l'éco-responsabilité un élément vraiment d'ADN de l'événement. Ce qui compte évidemment, c'est de faire ce qu'on dit hein, pour éviter d'être dans le greenwashing et de dire ce qu'on fait si notre objectif est d'engager les publics dans la démarche. Et on voit bien que, évidemment, c'est un levier majeur pour faire rayonner un événement que d'engager les publics dans cette démarche d'éco-responsabilité. On peut faire du coup de tout ça un axe de différenciation, voire même un axe de préférence. Donc, j'ai envie de dire bonne créativité, bonne durabilité, bons événements à tous ceux qui nous écoutent et qui en organisent actuellement. Je vous souhaite une très bonne après-midi. J'espère que ce webinaire vous a été utile. Je rappelle que le replay sera disponible. Je vais aller plus vite, mais ça ne marche pas. Donc, le replay sera disponible. On vous le partagera par email. Et je vous souhaite une bonne après-midi. À très bientôt. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au Merci revoir. pour l'invitation. À bientôt. Au revoir. Plaisir.